Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle matinale RSM. Alors pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois sur ce genre de format, les matinales RSM, ce sont des webinaires de 45 minutes qu'on vous propose le vendredi matin et qui nous permettent d'aborder l'actualité de vos entreprises en lien avec les larges domaines d'expertise de RSM, donc social, fiscal, financier, RH. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve avec une expertise sectorielle spéciale association, fondation, fonds de donation. Et nous allons aborder une thématique fiscale et comptable. Donc, quels sont les changements pour les organismes sans but lucratif en 2024? Avant de donner la parole à nos experts, euh, très rapidement, quelques mots sur le réseau RSM. Nous sommes un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. Donc en France, RSM, c'est un réseau de proximité. Nous sommes présents dans les principaux pôles régionaux avec 16 bureaux, ce qui représente plus de 1350 collaborateurs. Et puis RSM, c'est également un réseau présent à l'international puisque nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Donc je dirais que tous les métiers et expertises de RSM nous permettent de couvrir un large spectre de sujets concernant vos structures et de vous apporter les éclairages nécessaires. Je n'en dis pas plus et je laisse maintenant la parole à nos experts du sujet qui vont se présenter et dérouler la présentation de ce matin. Merci Aurélia, bonjour. Bonjour. Donc nous allons, juste quelques mots avant de commencer dans le vif du sujet. Donc c'est un webinaire dont l'objet est de passer un panorama assez large de l'actualité comptable, fiscale du secteur des associations, fondations, fonds de dotation. Le support est dense, il sera remis donc, aux participants après le webinaire. Donc, vous aurez toutes les notes et tous les détails. On ne va pas forcément, lors du déroulé, puisqu'on a 45 minutes, rentrer dans le détail de chaque slide, mais on va donner en fait les éléments, les informations à retenir et peut-être s'attarder sur les points de focus les plus importants. Voilà. Donc, je vais laisser ma collègue Cécile Guillou prendre la main sur le premier sujet, donc, qui concerne en fait les nouveautés en matière comptable. Voilà, merci Cécile. Donc, on va débuter par les nouveautés comptables, en particulier l'état des avantages et ressources provenant de l'étranger, qui va être un nouveau tableau de l'annexe pour certains OSBL, et compris dans le périmètre de revue du commissaire aux comptes, et qui vous concerne dès les exercices ouverts au 31/12/2023. Donc, il concerne les associations ayant des dons avec émission de reçus fiscaux pour plus de 153 000 €, les entités cultuelles, et aussi les fonds de dotation, et là sans exigence de seuil. Donc cette obligation est issue de la loi dite de confort des principes de la République, anti-séparatisme. Elle concerne les avantages et ressources, donc tout d'abord les fonds propres, les apports en fonds propres, les ressources qu'on comptabilise en produits comme les prêts, les subventions, les dons, les contributions financières, le mécénat financier, et aussi tout ce qui est en contribution volontaire en nature, donc les mécénats de compétences, les dons en nature. C'est une notion assez large qui va au-delà des produits. Pour ce qui est des donateurs, des bienfaiteurs, cela concerne les États étrangers, les personnes morales étrangères et tout dispositif qui correspond à la fiducie à l'étranger et les personnes physiques. Et ce sont pour les ressources qui sont obtenues soit de manière directe, soit indirecte. Donc pour tout ce qui est indirect, c'est la notion de contrôle du code de commerce. Donc si une entité française est contrôlée par une entité étrangère, un État étranger, une personne physique étrangère. Toutes ces données, en fait, vont être établies sous forme d'un tableau très précis par date, donc un chrono de date des dons ou des ressources obtenues, avec le détail donc, de l'origine des ressources, soit une personne, un État, soit une fondation étrangère, la nature, donc soit un don, soit un apport, soit un prêt, le caractère direct ou indirect, donc soit directement par cette personne, soit par une personne qui contrôle l'État donc la personne qui a fait le don, et le mode de paiement. Donc c'est assez large, il faut pouvoir indiquer si ça vient par carte bancaire, par chèque, par virement, etc.
Et enfin, bien sûr, le montant. Donc, comme ce tableau est assez détaillé, il ne peut pas forcément tenir en annexe pour les plus grosses entités, où il comporte aussi des données personnelles. S'il s'agit de personnes physiques, il faut pouvoir renseigner l'adresse. Donc, il y a une forme simplifiée qui est prévue pour insérer dans votre annexe. Donc là, il faut bien sûr mettre par ordre, donc par État, pas par pays, mais par État, et par ordre chronologique, les montants totaux obtenus. Donc, il est important de retenir que c'est une obligation. Donc, comme toute obligation, il y a une sanction en cas de non-conformité qui peut être de 3 750 € par montant manquant dans cette annexe. Pour vous rassurer, la loi, elle prévoit que ce soit toute donnée qu'on ne pouvait omettre. Donc, il faut pouvoir avoir connaissance de cette information. Il faut pouvoir mettre en place un processus de prise de connaissance via vos flux de collecte. Finalement, ça correspond à vos connaissances de vos processus de reçus fiscaux. Est-ce que vous pouvez le détecter via les IBAN, donc via les IBAN des virements obtenus? On peut détecter le pays de provenance. Est-ce que vous pouvez le détecter via les fiches de donateurs, avec le fait qu'il soit bénéficiaire fiscal en France? Est-ce que c'est inscrit dans vos fiches? Est-ce que vous pouvez le faire pour l'ensemble de vos dons, ou est-ce qu'il est impossible de le savoir pour certaines collectes? Par exemple, pour les collectes en espèces dans la rue, on ne peut pas le savoir. Donc là, dans ces cas-là, il faut les exclure. Il n'y a pas de reçu fiscal en général en face. Et donc, il faut pouvoir tracer toutes ces décisions et surtout qu'elles soient connues par vos bureaux, par vos conseils d'administration, que la procédure soit validée, bien entendu. Parce que derrière tout ça, la piste, elle doit être vérifiable en cas d'audit, mais aussi en cas de contrôle par contrôle fiscal, par exemple, ou contrôle tout court des comptes. L'autre nouveauté dont on voulait parler, la modernisation des états financiers. Elle ne vous concerne pas directement sur la clôture 2023, mais il faut commencer à se pencher dessus car elle va impacter en 2025 vos entités. C'est une réforme cette fois-ci du plan comptable général, donc elle ne concerne pas uniquement les OSBL, mais aussi les entreprises. Elle impacte notamment donc certains postes, comme les résultats exceptionnels. Il n'y aura plus que les résultats d'événements vraiment majeurs ou inhabituels. Et tous les autres flux que vous pouviez y mettre seront reclassés par nature au compte de résultat d'exploitation. Donc, il y a également la disparition des transferts de charges que l'on peut noter. Donc là, on vous redonnera bien sûr le détail, compte par compte. Et voilà, il y a des changements sur les indemnités d'assurance, etc. Donc là, vous aurez le détail dans les slides. Donc ça, ces changements, il faut pouvoir les anticiper parce qu'il y aura peut-être un changement de plan de compte, un changement de l'identification des flux, comment les reclasser, à la fois dans les comptes, mais aussi en annexe. Voilà. Donc ça, il faut pouvoir l'anticiper comme tout changement. Donc entrée en vigueur au 1er janvier 2025. Donc, ensuite, je vais redonner la main à Jamel. Merci Cécile. Voilà, donc merci Cécile. Je reprends la main donc sur mon poste, le support. En ce qui concerne la publicité des comptes annuels, c'est pas une nouveauté. On a voulu le rappeler parce que on s'est rendu compte en fait lors de la clôture précédente qu'il y avait pas mal d'oublis et d'erreurs. Donc, pour récapituler, en résumé, toutes les associations qui reçoivent plus de 153 000 € de subventions ou de dons doivent publier leur compte au journal officiel. Donc, il y a un site internet pour ça, c'est gratuit, journal officiel qu'on trouve sur internet sans problème. Donc, cela concerne également les fondations qui ont plus de 153 000 € de dons ou de subventions, et cela concerne tous les fonds de dotation. Donc, en ce qui concerne les risques par rapport à ça, les associations qui ont plus de 153 000 € de subventions peuvent être soumises à une sanction pénale, de même que les fonds de dotation. Donc attention à ça, plus de 153 000 € de subventions ou fonds de dotation, il peut y avoir une sanction si on ne dépose pas. L'annexe simplifiée. On s'était posé la question, puisque dans le monde des entreprises, certaines entreprises de petite taille peuvent être dispensées de présenter une annexe ou bien avoir une annexe simplifiée. Ce n'est pas le cas pour les associations, fondations, fonds de dotation. Donc on a une annexe complète pour notre secteur.
Voilà, on a fait un petit panorama de la comptabilité. On y reviendra tout à l'heure avec quelques traitements spécifiques. Et là, on va passer sur la fiscalité. Donc, au niveau de la fiscalité, on va rappeler un peu les sujets qui concernent le mécénat. Donc, au niveau du mécénat, très brièvement, je rappelle que pour pouvoir émettre des reçus fiscaux, il faut avoir une gestion désintéressée, ne pas exercer d'activités lucratives prépondérantes et ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Quand on a des actions à l'étranger, il est très important pour ne pas perdre le bénéfice d'émettre des reçus fiscaux que l'entité en France qui émet les reçus fiscaux, qui collecte en France, prouve 3 conditions cumulatives. Elle doit définir et maîtriser les programmes à partir de la France ou d'un État membre. Donc, elle doit spécifier comment on utilise les fonds sur le terrain conformément à ce qui avait été promis aux donateurs. Elle doit financer directement les actions, donc par l'objet, donc avec une convention, donc tracer les flux vers l'entité à l'étranger. Et elle doit être en mesure de justifier les dépenses exposées pour remplir cette mission. Donc tout cela doit être, c'est une recommandation mise dans une convention entre l'entité française et l'entité qui réalise les opérations à l'étranger. C'est très important en cas de contrôle fiscal. Deuxième élément de focus où on a souvent des questions, c'est les contributions volontaires en nature. Les contributions volontaires en nature, je rappelle, ce n'est pas des flux financiers, donc c'est des dons en nature, de la prestation non facturée par des entreprises, ça peut être aussi du bénévolat, donc tout ce qui n'est pas flux financier. Donc lorsqu'une entreprise fait un don, par exemple, de produits ou de services à une association, elle peut avoir un reçu fiscal, mais c'est à l'entreprise de valoriser le don. Donc, la responsabilité est du fait de l'entreprise, c'est très important, c'est le point le plus important. Et cette valorisation doit être faite au coût de revient. Donc, voilà, donc avant d'émettre un reçu fiscal pour une entreprise dans ce cadre-là, il faut que l'entreprise donne un justificatif. En général, on parle de facture pro forma, par exemple. Je rappelle aussi, là c'est un rappel aussi, on le fait parce que l'année dernière on a vu qu'il y avait eu certains oublis. Toutes les associations donc, qui émettent des reçus fiscaux doivent en fait déclarer le montant global des reçus fiscaux et le montant et le nombre de reçus fiscaux émis. Il y a 3 modalités de déclaration. La 2070, donc la déclaration qui concerne les revenus patrimoniaux. La 2065, lorsque l'association a un secteur fiscal, donc qui n'est pas prépondérant. Donc dans le secteur fiscal, dans la 2065, il y a 2 cases qui permettent de faire ces déclarations-là. Et quand on n'a ni 2070 ni 2065, on va utiliser le site internet Démarche simplifiée pour faire effectuer cette déclaration-là. Donc attention, il y a aussi une amende par rapport à cette non-déclaration. Là, on rappelle que depuis quelques années, à chaque loi de finances, les contrôles, les possibilités de contrôle des associations, fondations, fondations qui émettent des reçus fiscaux se renforcent. Donc, par le passé, le contrôle consistait à s'assurer que pour tout reçu fiscaux émis, il y a bien un don et un encaissement dans la comptabilité de l'entité qui a fait le reçu fiscal, l'association ou la fondation ou le fonds de dotation. Depuis 2022, lorsqu'il y a un contrôle fiscal, le contrôleur va aussi vérifier que l'entité qui émet les reçus fiscaux a la faculté d'émettre des reçus fiscaux, c'est-à-dire qu'elle est bien d'intérêt général. Donc, on ne parle plus seulement du cadrage, mais on va parler aussi de vérifier qu'on respecte bien l'article 200 du CGI. Donc, très important aussi à connaître. Et puis, pour 2024, il n'y a pas grand-chose au niveau de la loi de finances, juste la possibilité d'une délocalisation possible du contrôle sur place, c'est-à-dire que le lieu sera déterminé entre l'organisme contrôlé et l'administration fiscale, si jamais ils ne peuvent pas le faire dans les locaux de l'association, par exemple. Et il y a eu une jurisprudence à connaître cette année, c'est-à-dire qu'il y a eu un contrôle fiscal chez un particulier au titre de son impôt sur le revenu. Donc, ce particulier a utilisé un reçu fiscal pour réduire ses impôts. Et l'inspecteur des impôts est remonté jusqu'à l'association pour vérifier la capacité de l'association à émettre le reçu fiscal. Donc, un contribuable personne physique qui se fait contrôler peut entraîner un contrôle d'une association. C'est une jurisprudence récente. Là aussi, c'est un rappel
qu'on estime aussi important, c'est que si jamais le contrôle fiscal remet en cause la capacité à émettre des reçus fiscaux, si les reçus fiscaux ont été mis de façon non justifiée, l'amende correspond à la réduction d'impôt. Donc, typiquement, la réduction qu'on retrouve souvent, c'est 66% du don. Donc, si l'association est redressée, elle devra rembourser 66% de ses dons. Donc, inutile de rappeler que c'est un montant qui peut être très significatif, d'où l'intérêt de documenter bien en amont le respect de l'article 200 du CGI et tout ce qu'on vient de dire sur les contributions volontaires à nature, c'est le prix de revient et c'est l'entreprise qui nous donne la valeur. De même que lorsqu'on est une ONG qui travaille à l'étranger, avec d'autres entités sur le terrain, d'avoir une convention qui reprend les 3 conditions cumulatives que j'ai citées il y a quelques instants. À partir de, donc on rappelle aussi que dorénavant, il y a 2 modèles de reçus fiscaux, un pour les particuliers et un pour les entreprises. Donc les références de ces 2 reçus fiscaux sont données ici sur cette slide-là, que vous aurez dans le support qui vous sera remis après le webinaire. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vérifié, de bien regarder si dans les bases, les documents qu'on utilise pour émettre les reçus, on a bien ces deux catégories, particuliers et entreprises. Une source d'erreur qu'on retrouve assez souvent, c'est une espèce de confusion entre le mécénat, qui est du don classique, qui permet d'émettre un reçu fiscal donc de 60% pour une entreprise, et puis le parrainage, qui est une opération commerciale. Donc on a mis en fait les différentes définitions. Le mécénat est sans contrepartie, le parrainage, il y a une contrepartie pour l'entreprise, la forme, donc c'est des dons en numéraire ou en compétences. Pour le mécénat pour le parrainage, on a également en espèces. Les deux font l'objet d'un contrat, une convention ou un contrat. La contrepartie pour le mécénat, elle doit être non disproportionnée, c'est-à-dire qu'il y a une tolérance de 25% de contrepartie. Par contre, pour le parrainage, il y a une vraie contrepartie, c'est une opération commerciale. Et donc, du coup, la conséquence fiscale, c'est que le parrainage n'est pas déductible au même titre que le mécénat. Donc, on peut utiliser la faculté d'utiliser un reçu fiscal, mais c'est juste une charge déductible classique pour l'entreprise. Voilà. Et il y a une problématique de facturation à la TVA pour le parrainage. Donc, ça veut dire que c'est l'association qui émet une prestation, donc prestation soumise à impôt, qui sera sectorisée fiscalement. Alors que le mécénat, c'est défiscalisé pour l'association et ça permet à l'entreprise de bénéficier d'un reçu fiscal de 60%. On a un peu épluché la loi de finances 2024 et on a mis dans les prochaines slides les quelques nouveautés qui concernent en fait le secteur associatif. Il n'y a pas beaucoup de sujets en fait cette année. Il faut juste noter que ce qu'on appelle la réduction d'impôt dite Coluche, qui permet de passer de 66% à 75% pour les dons dans la limite de 1 000 € pour certaines associations. Donc ça, c'est prolongé jusqu'au 26 décembre 2026. Donc ça, c'est important à savoir. Donc, plafonne à 1 000 € et le reste sera soumis à la réduction d'impôt à 66%. Ensuite, après, on rentre vraiment dans des spécificités, c'est les dons pour travaux des édifices religieux au profit de la Fondation du patrimoine. Donc, je ne vais pas passer du temps dessus, mais pour ceux que ça concerne, vous avez l'information. Les dons aux organismes concourant à l'égalité homme-femme. Donc, en fait, là, c'est une nouveauté puisque dans l'article 200 du CGI, on a un certain nombre d'activités, par exemple humanitaires, philanthropiques, etc., etc. Donc, tout ça a été énuméré à l'article 200 du CGI et 238 bis du CGI. Aujourd'hui, on a un nouveau champ qui s'appelle l'égalité homme-femme. Donc, une association peut avoir un objet visant à promouvoir l'égalité homme-femme et pouvoir émettre des reçus fiscaux au titre de cette activité-là. Voilà. Et puis, on a l'exonération facultative de la taxe d'habitation. Donc là, c'est commune par commune, donc qui doit faire l'objet d'une délibération si elle veut l'exonérer les associations de la taxe d'habitation. Donc voilà, on a fait assez rapidement puisqu'on a 45 minutes, on vous laissera un petit peu de questions-réponses à la fin.
On va maintenant regarder les problématiques et les spécificités des fondations, des fonds de dotation, et puis on rappellera quelques points comptables très spécifiques. Je vais passer la parole à Jacques-Henri pour cela. Merci Jacques-Henri. Merci Jamel. Alors la suite du programme, il n'y a pas de nouveauté au-dessus d'actualités particuliers qui concernent les fondations ou les fonds de dotation, mais on a choisi de redescendre quelques spécificités, quelques points d'attention, quelques sujets techniques sur lesquels on a souvent des échanges avec nos clients. D'abord un rappel au niveau des fondations de la dotation et de ce dont est composée la dotation. En principe, la dotation dans les fondations est intangible, donc non consomptible, on se trouve dans la partie supérieure de la slide. Les incidences en comptabilité dans l'annexe sont les suivants principalement. Il faut bien penser à séparer la part de la dotation initiale des dotations complémentaires non consomptibles qui auraient pu être octroyées par la suite, à la fois en comptabilité, le préciser dans l'annexe. Bien penser à lister tous les actifs qui sont constitutifs de la dotation. Ça, c'est un sujet qu'on remonte souvent lors de nos pointages de nos états financiers de nos clients, que cette liste des actifs n'est souvent pas présente dans l'annexe. Donc bien penser à lister chaque actif qui constitue la dotation. Et si jamais les statuts de votre fondation le prévoient, si une obligation de maintien de la valeur de la dotation est prévue, de bien indiquer une information sur cette politique en matière de gestion, de suivi de la dotation. De manière exceptionnelle et encadrée, une part de la dotation peut devenir consomptible. Donc dans ce cas-là, le traitement comptable finalement est identique à celui des fonds de dotation et j'y reviendrai juste après. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a cette dernière écriture de l'exercice qui est à comptabiliser afin de ramener le résultat à zéro, c'est-à-dire comptabiliser une écriture de produit qui est égale à l'excédent des charges sur les produits de l'exercice. Sur la slide suivante, un rapide focus, mais ça ne doit pas concerner un grand nombre d'entre vous, mais sur le principe des fondations abritées, des fondations sous égide. Celles-ci n'ayant pas de personnalité morale, les comptes des fondations abritées sont inclus dans les comptes de la fondation abritante. Ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut mettre en place dans la comptabilité dans l'annexe, c'est qu'il faut bien séparer les fonds propres de votre fondation abritante des fonds propres des fondations abritées. Pensez à constituer un fonds dédié lorsque là où les missions qui ont pu être assignées par les fondateurs de la fondation abritée ont un objet plus restreint que celui de la fondation abritante. Et en annexe, bien intégrer une information sur les fondations qui sont abritées, bien ventiler le résultat entre le résultat de la fondation abritante et celui de la totalité des fondations abritées, et bien séparer les fonds dédiés des fondations abritées dans le tableau de variation des fonds dédiés. Il y a 3 spécificités qui sont à connaître pour les dirigeants des fondations, qui sont quelque part à l'avantage des fondations. D'abord, l'état séparé des avantages et des ressources qui provient de l'étranger que Cécile vous a présenté en début de webinaire. Bien retenir que les fondations n'y sont pas soumises. Il n'y a pas d'obligation pour les fondations de présenter ce tableau en annexe. Il y a un paragraphe en annexe qui doit être présenté par les associations, qui concerne la publication des rémunérations des 3 plus hauts cadres dirigeants, bénévoles et salariés et leurs avantages en nature. Et pour les fondations, cette publication n'est pas applicable. Là encore, pas nécessaire d'intégrer ce paragraphe dans l'annexe des fondations. Et enfin, rappeler que l'impôt sur les revenus du patrimoine et l'éventuelle contribution sur les revenus locatifs ne sont pas applicables aux fondations, ne sont pas soumises à cette obligation fiscale d'imposition. Concernant les fonds de dotation, pareil, un rappel de quelques points d'attention, de points techniques sur les fonds de dotation. Pour rappel, la dotation initiale des fonds de dotation doit être d'un minimum de 15 000 € et doit être versée au cours du premier exercice comptable du fonds de dotation. Par nature, cette dotation est non consomptible. Elle peut être consomptible en totalité ou partiellement si les statuts le prévoient. Cette dotation peut être accrue des éventuels apports en fonds propres, des dons manuels qui sont recueillis sans recours à un appel à la générosité du public, les legs, les donations et les assurances-vie, et les dons manuels qui sont reçus suite à un appel à la générosité du public, selon ce que prévoient les statuts ou selon une décision du conseil d'administration.
Les ressources, quant à elles, donc les produits en classe 7, sont constitués des gains qui proviennent de la dotation, des revenus des activités si le fonds de dotation en a et si c'est prévu dans les statuts, et encore une fois, des dons manuels reçus via un appel à la générosité du public, si les statuts le prévoient ou en suivant la décision du conseil d'administration. Le seuil pour déclencher la nomination d'un commissaire aux comptes est de 10 000 € de ressources. Et attention, car la quote-part de dotation consomptible qui est reprise au compte des résultats dans les produits est bien inclus dans l'analyse de ces 10 000 € de ressources. Cette slide est identique à celle qu'on a vue juste avant pour les fondations, puisque les principes comptables qui régissent la dotation, qu'elle soit consomptible ou non consomptible dans les fonds de dotation, sont les mêmes que ceux qui sont applicables aux fondations. Souvent, dans les fonds de dotation, on voit de plus en plus de fonds de dotation à dotation consomptible. Donc voilà, on vous rappelle cette dernière écriture qui est à passer en toute fin d'exercice pour amener le résultat à 0, qui est égal à l'excédent des produits sur les charges de l'exercice. Si la dotation de votre fonds de dotation est consomptible, alors le fonds de dotation est imposé à l'IS au taux réduit sur les revenus du patrimoine qu'elle génère. Si la dotation est non consomptible, elle est exonérée d'imposition. Et quelques précisions utiles sur les fonds de dotation un peu dans le désordre. Il est tout à fait possible de consommer la dotation afin qu'elle soit inférieure à 15 000 €. Par définition, il n'y a pas de règle qui l'empêche. Attention quand même à appréhender votre risque éventuel qui pèse sur la continuité d'exploitation. Il est nécessaire d'obtenir une autorisation préalable de la préfecture avant d'effectuer tout appel aux dons. Attention à bien respecter le modèle de rapport d'activité, de bien intégrer toutes les mentions obligatoires dans votre rapport d'activité qui doit être communiqué à la préfecture chaque année dans les 30 jours qui suivent la clôture. Un modèle est consultable et téléchargeable sur le site du gouvernement. Donc un rappel des traitements comptables des ressources. Les legs, donations, assurance vie et les dons manuels qui sont reçus sans appel à la générosité sont directement intégrés à la dotation sans passer par le compte de résultat. Donc le mécanisme des fonds reportés, par exemple pour les legs, ne s'applique pas au fonds de dotation. Et les dons manuels qui sont reçus dans le cadre d'un appel à la générosité du public sont comptabilisés soit en dotation, soit en ressources selon ce que prévoient les statuts ou votre conseil d'administration. Et une disposition fiscale importante qui est encore assez méconnue. Si votre fonds de dotation collecte des dons hors appel à la générosité du public, il est impératif de les intégrer à la dotation et il est impératif que cette dotation génère un produit, c'est-à-dire qu'elle soit capitalisée. Sinon, ça remet en cause l'avantage fiscal de mécénat, de reçu fiscal attribué à vos donateurs et à vos mécènes. Ça peut être un risque encouru par le fonds de dotation. De même que les fonds de dotation qui redistribuent de l'argent à d'autres organismes d'intérêt général doivent être attentifs au fait que ces organismes sont éligibles au mécénat, sinon ça remet également en cause le principe de mécénat, le principe d'attribution des reçus fiscaux qui est décidé par les articles 200-238 bis du CGI. Pour conclure ce webinaire, encore quelques sujets techniques qui font suite à des questions qui ont pu être posées à la compagnie des commissaires aux comptes ou qui sont des points d'attention, des points d'audit qui sont relevés par nos équipes et qui sont souvent discutés avec nos clients. Le premier sujet concerne les dons en nature. Il y a 2 schémas de comptabilisation possibles pour les dons en nature en fonction de la destination du don. Et cette analyse doit être effectuée dès la réception du don. Premier cas de figure, si le don est utilisé en l'état ou sera utilisé par votre organisme, alors il doit être comptabilisé dans les contributions volontaires en nature au pied du compte de résultat, avec un produit et une charge de même montant comptabilisé en classe 8. Si votre don est destiné à être vendu par la suite, alors une information en engagement reçu doit être présentée dans l'annexe en attendant cette vente. Et au moment de la vente, c'est-à-dire au moment où votre don dégage un flux financier, la vente doit être comptabilisée en compte 707 300 en chiffre d'affaires et ce produit
est inclus dans la rubrique dons manuels du compte de résultats par origine et destination. Il n'est pas maintenu dans le chiffre d'affaires, il est bien considéré comme un don, un produit de don dans votre CROD. Deuxième sujet concerne les legs et la distinction entre le passif de succession, ce qui constitue votre passif successoral, et ce qui constitue vos charges sur libéralité. La distinction finalement est la suivante, elle se fait en fonction de la date à laquelle ont pris naissance les passifs correspondants, soit avant, soit après la date de décès du testateur. Donc tout ce qui est comptabilisé dans le passif de succession, donc 466, le compte dette, délègue ou donation, ce sont les dettes dont le défunt ne s'était pas libéré au moment de sa mort, au jour de son décès. Et toutes les dépenses qui sont supportées par votre organisme après son décès, que ce soit des dépenses liées aux biens immobiliers que vous prenez en charge, ou bien les frais de procédure, les frais de notaire, des dispositions testamentaires, ces frais-là sont comptabilisés en classe 6, en autres charges sur legs ou donation, et ne viennent pas en diminution du produit. Ça a un impact dans votre compte de résultat, dans votre compte d'emploi des ressources, en annexe, puisque le passif successoral vient lui en net du produit des legs, alors que les charges sur legs et donations sont théoriquement présentées dans la rubrique frais d'appel à la gérantie du public. Pas la même classification dans votre compte d'emploi des ressources. Un autre sujet relatif aux legs est une question qui avait été posée, à laquelle la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avait répondu sur la façon de comptabiliser un leg particulier qui doit être reversé par une entité qui reçoit ce leg à titre universel. Ça constitue bien un passif dans les comptes de l'entité qui bénéficie de ce leg universel, mais il n'est pas à constater dans la rubrique dette sur leg ou donation, ni en provision pour charge sur leg ou donation, mais dans un compte autre dette au passif du bilan. Toutes les sommes qui sont comptabilisées ensuite en créance par ces différents légataires particuliers doivent être évidemment réciproques avec votre dette comptabilisée en autre dette chez le légataire universel. L'avant-dernier sujet concerne les aides financières octroyées, puisque la compagnie est venue préciser les règles de comptabilisation des aides financières octroyées par un organisme sans but lucratif. Donc pour rappel, le fait générateur de la comptabilisation en charge de votre aide financière, c'est la date à laquelle vous avez informé le bénéficiaire de l'octroi de cette aide ou la date de signature d'une convention si elle existe. Si vous avez prévu des clauses résolutoires, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'impact sur votre obligation de constater cette charge. Si la clause est suspensive, il peut y avoir un effet en fonction de la probabilité que la condition suspensive soit levée ou non. Et un point important, c'est si votre aide est pluriannuelle, c'est-à-dire si elle concerne plusieurs exercices, si elle est accordée pour plusieurs exercices, et ben ce caractère pluriannuel ne répond pas à la définition d'une charge constatée d'avance. C'est-à-dire que la totalité de votre charge doit être comptabilisée en charge à 100% sur l'exercice d'octroi de votre aide financière. Elle ne peut pas être étalée dans le temps. Et pour terminer, un dernier sujet qui est venu, où une précision a été faite, qui concerne les frais de prestation des appels à dons, des campagnes d'appel à dons quand vous faites appel à un prestataire. Lorsque une facturation est établie à chaque campagne sur la base soit des heures terrain réalisées et où le règlement peut être fonction des dons encaissés. Ça constitue bien une charge en totalité sur l'exercice au cours duquel le service a été rendu. Il n'y a pas possibilité d'enregistrer une charge constatée d'avance pour la prestation à venir, pour un service ultérieur, ni une immobilisation incorporelle si jamais un fichier de donateur a été constitué, ni un avoir à recevoir si justement il était prévu que le montant de la prestation soit diminué en fonction des résultats de votre prestataire. Voilà, Jamel, je repasse la parole pour la conclusion. Voilà, donc on a été assez rapide, mais avec un panorama assez large hein, des différents sujets. Donc, je rappelle que le point comptable le plus important, c'est le AR, puisque cette année, toutes les associations qui reçoivent plus de 153 000 € de dons, toutes les associations cultuelles, quel que soit le seuil, et tous les fonds de dotation,
sont censés avoir un paragraphe changement de méthode comptable dans leur annexe sur les comptes annuels, puisqu'on est obligé de mettre en place cet EAR, cet état des ressources et des avantages. C'est un élément important qui est obligatoire et dont le commissaire aux comptes devra faire la vérification et qui est également soumis à pénalité. Donc, vraiment le point le plus important. On a vu ensuite que en 2025, on aura des nouveaux formats de compte puisque le résultat exceptionnel va un peu être très, très rare et puis les transferts de charges vont être supprimés. On a vu la partie fiscale. Sur la partie fiscale, c'est toujours un sujet d'actualité, hein, puisqu'on a toujours des contrôles fiscaux ou des risques fiscaux, notamment sur le non-respect de l'article 200 du CGI, donc l'intérêt général. Certaines associations font des rescrits pour se faire confirmer, d'autres ne le font pas. J'en ai une récemment qui a fait l'objet d'un contrôle fiscal qui m'a contacté pour une assistance. Le contrôleur des impôts conteste en fait le bénéfice des reçus fiscaux. Donc voilà, c'est très important de se poser toutes ces questions-là. Et puis, on le voit que sur les fonds de dotation, là, on le voit de façon très régulière, les fonds de dotation ont un système qui diffère un peu des associations et fondations, notamment lors de la comptabilisation des ressources. La plupart des ressources des fonds de dotation ne passent pas en compte de résultat, mais passent en apport, en fonds propres. Et ensuite, on vient les rechercher via une quote-part qui permet en fait de ramener un montant au résultat pour équilibrer le résultat. Donc, normalement, sur la plupart des fonds de dotation, on devrait avoir un résultat à zéro puisqu'on vient équilibrer les charges en allant chercher à due concurrence le montant en fonds propres. Voilà. Donc, beaucoup ne connaissent pas toutes ces subtilités-là. Donc, c'est important en sachant que il y a en ce moment et depuis l'année dernière des focus des autorités sur les fonds de dotation. Donc, ils regardent que le fonds de dotation respecte bien le règlement comptable qui leur est applicable avec ces spécificités-là. Et ils vérifient bien que le fonds de dotation respecte bien le format de rapport d'activité. Donc, j'ai eu des discussions avec des confrères dont les fonds de dotation ont reçu des courriers de la préfecture leur disant que le rapport d'activité n'était pas conforme au modèle, puisqu'il y a un modèle qui est présenté sur les sites gouvernementaux impôts.gouv. Si vous tapez fonds de dotation rapport d'activité impôts.gouv, vous allez trouver sur Internet le modèle de rapport d'activité et même un modèle de statut. Voilà, donc c'est très important d'avoir tout ça en tête. On va essayer de répondre maintenant. J'ai vu qu'il y avait quelques questions. Il y avait notamment une question sur la 2070. La 2070, elle concerne pas les fondations, comme l'a dit Jacques-Henri. Elle ne concerne pas les fonds de dotation qui ont une dotation non consomptible. Par contre, elle concerne toutes les associations et elle concerne les fonds de dotation qui ont une dotation consomptible. Ça concerne en fait tous les revenus de patrimoine. Donc, par exemple, les revenus financiers, certains revenus financiers sont soumis à des taux de 24, 15 ou 10%. Les dividendes sont soumis à 15%. Et donc, cette déclaration 2070 permet en fait de payer cet impôt-là. Cet impôt dit à taux réduit, puisque l'impôt le plus courant est de 24% sur certains produits financiers, 15% sur les dividendes, et puis le 10% sur certains éléments assez atypiques. Donc voilà, la 2070. Après, je crois que j'avais une question sur, j'avais lu ça tout à l'heure, cultuelle, une association cultuelle. Alors, concernant le secteur cultuel, c'est là aussi, la réglementation s'est beaucoup, je dirais, renforcée ces dernières années. Donc, les cultuels, donc en plus de l'EAR, de l'État, des ressources et des avantages provenant d'étrangers, doivent aller déclarer sur un site Internet, là, du gouvernement également, tous les flux financiers qui proviennent de l'étranger à partir de 15 000, je crois que c'est 15 300 euros. Donc, ils doivent aller déclarer ça. C'est vrai que dans ce support-là, on n'a pas fait de focus sur le cultuel, mais il y a beaucoup de nouveautés aussi là-dessus. Ils doivent, en fait, il y a des contrôles renforcés. Et normalement, une cultuelle doit être exclusivement cultuelle, parce qu'il y a des avantages fiscaux qui sont associés à ce statut-là. Donc, elles doivent être exclusivement cultuelles. Elles peuvent collecter des dons, des libéralités, des contributions. Donc, voilà. Donc, on parle de libéralité au sens large. Donc, la libéralité peuvent provenir
de différentes entités, donc soit personne physique, soit personne morale. Donc oui, elles peuvent recevoir des fonds, pas que de personnes physiques. Voilà, après, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Alors oui, il y avait une question de Franck également. En 2024, pas de seuil pour les dons étrangers. Comment? Pour le R. Bah pour le AR, il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de seuil en fait. C'est à partir du moment où on est une association qui a collecté plus de 153 000 euros, on doit mettre un EAR dans l'annexe. Et même si on a reçu un don de 500 euros, bah on aura 500 euros. Voilà, dans le tableau. Avec je précise là aussi, c'est très important. Il faut vraiment respecter le modèle de tableau. En fait, c'est des tableaux réglementaires. Donc, si on met une information en disant on a reçu 500 euros provenant d'Espagne, par exemple, c'est pas suffisant. En fait, il faut vraiment respecter le tableau. Et je vais même aller plus loin. Il y a eu certains contrôles des autorités qui sont venus dire à certains commissaires aux comptes et associations qu'elles ne respectaient pas le format de bilan compte de résultat du règlement. Le règlement qui s'applique aux associations, fondations, fonds de dotation et autres organismes lucratifs, c'est le règlement ANC 2018-06. Dans ce règlement-là, il y a des formats de bilan, de compte de résultat et des tableaux pour les annexes. Ces formats-là sont obligatoirement à prendre en compte. On peut plus aujourd'hui, il y a quelques années, quand on reprenait quelques dossiers d'associations, on trouvait des plaquettes assez standardisées, on va trouver en haut capital au lieu de fonds propres. Aujourd'hui, les autorités ne tolèrent plus ça. Il y a un règlement, il y a des modèles, donc il faut les appliquer. Sinon, on va dire au commissaire, enfin les autorités vont dire au commissaire aux comptes que vous n'auriez pas dû certifier les comptes. C'est un motif de non-certification des comptes, parce que quand vous certifiez les comptes, vous dites que les comptes sont réguliers, donc ils respectent le règlement comptable. Et si on utilise des tableaux qui font référence à du capital ou à d'autres choses, on ne respecte pas le règlement. Donc voilà, donc l'EAR sans seuil, on respecte le modèle, et j'en ai profité aussi pour souligner que tous les formats, moi je téléchargerai à votre place le règlement ANC 2018-06 qui se trouve sur le site de l'ANC, l'autorité des normes comptables, et je m'assurerai que les tableaux qui sont dedans sont les mêmes que j'utilise pour ma plaquette compte annuel. Après, il y avait une question sur le AR, sans condition. C'est celle-là, oui, sans condition de ressources. Voilà, tout à fait. Il n'y a pas de condition de ressources. Il y a juste un seuil, parce qu'en fait, il ne faut pas faire l'amalgame entre les deux. Il y a un seuil de 15 000 euros, je crois que c'est 15 300 euros. C'est spécifique pour les cultuels. Donc, une association cultuelle, elle doit faire l'EAR, quel que soit le seuil. Par contre, si elle reçoit, par exemple, 5 000 euros de dons provenant d'étrangers, elle n'a pas à renseigner ce site internet dont je parlais. Mais si elle reçoit, par exemple, 16 000 euros au cours d'une année, elle doit renseigner sur ce site internet les dons qui proviennent de l'étranger. Voilà. C'est là où il y a une notion de seuil, et il ne faut pas se tromper en fait. Il y a bien un seuil, mais qui concerne uniquement les cultuels pour une déclaration spécifique sur Internet. Merci Jamel pour ces précisions. On a une autre question de Larissa qui nous demande: une association qui dépasse le seuil commercial de 76 000 euros est-elle obligée de facturer la TVA dès le mois suivant, ou peut-on appliquer la franchise de TVA à compter du dépassement du seuil? En fait, j'ai l'impression que c'est la même chose, en fait, de dire à partir du moment où on dépasse le seuil, oui, on est soumis à la TVA. Donc, à partir du moment où on dépasse le seuil, on ne peut plus être exonéré de TVA. Donc, oui, il faut facturer la TVA. Donc, parce qu'on dit où, mais j'ai l'impression que c'est la même chose, en fait, quand on dit, je vois la question, hein, à partir du moment où on dépasse la franchise ou à partir du moment où on dépasse les 76, absolument, il faut déclarer la TVA et il faut sectoriser aussi. Parce que à partir du moment où on a un secteur, tout à l'heure on avait dit, les associations peuvent avoir un secteur fiscal sans polluer le reste de l'association. Parce que c'est ça où c'est problématique. C'est si on ne sectorise pas, on risque de polluer toute l'association. Et si on pollue toute l'association, eh bien, on ne pourra pas émettre de reçu fiscal sur les autres activités. Donc, dès qu'on dépasse, il faut sectoriser. Et la sectorisation, c'est quoi? C'est une balance à part, dans laquelle on aura les ressources qui sont fiscalisées et on aura les charges qui se rapportent à ces ressources-là.
il y aura forcément des charges communes entre le secteur fiscal et le secteur non fiscalisé. Donc là, il va falloir mettre en place des clés de répartition cohérentes, justifiées, documentées dans une procédure. C'est très important parce qu'en cas de contrôle fiscal, le contrôleur va s'assurer que les clés de répartition sont cohérentes entre les deux secteurs et qu'il n'y a pas pilotage du résultat fiscal d'une année sur l'autre. Donc c'est pour ça qu'elles doivent être pérennes dans le temps. Voilà, c'est très important. Sinon, parce que la remise en cause de la pollution, de la non-lucrativité de toute association fait tomber la possibilité d'émettre des reçus fiscaux. Et j'ai dit tout à l'heure que quand le contrôleur dit « vous n'auriez pas dû émettre des reçus fiscaux », il est en droit de faire un redressement fiscal à due concurrence des reçus fiscaux qui ont été émis. Et comme c'est 66% pour une personne physique, 60% pour une entreprise, on voit tout de suite que c'est les 2/3 des ressources qu'il faut rembourser. Voilà. Donc c'est très important. Dès qu'on dépasse ce seuil-là, on met en place un secteur fiscal. Dans le secteur fiscal, on fait toutes les déclarations qu'il faut. Donc du coup, c'est plus la 2070, comme ça a été dit tout à l'heure. On va être sur la 2065 avec un impôt sur les sociétés, s'il y a un excédent, de la TVA et les déclarations comme les entreprises. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre s'il n'y a pas d'autres questions sur les points de focus? Alors, on a Larissa qui nous dit « Merci pour la réponse, c'est très clair ». Et je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Donc, merci déjà à tous les 3 pour votre présentation. Si jamais vous souhaitez poursuivre l'échange avec nos experts, on vous a mis dans le chat un lien avec un formulaire pour nous le faire savoir. La présentation doit normalement être téléchargeable et le webinaire sera disponible en replay pour ceux qui voudraient nous revoir. En tout cas, il nous reste à vous remercier pour votre participation, vous dire qu'on reste à votre disposition si besoin et on vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À très bientôt. Au Au revoir. revoir.